Bonjour à tous et merci à tous les participants d'être connectés. Alors, on va attendre 2 minutes avant de commencer pour bien attendre 9h30, mais on commencera dans 2 minutes. Alors, il est 9h30, je vous propose qu'on commence. Et déjà, je voulais vous remercier d'être tous présents. On est ravis de parler avec vous de réouverture dans un timing aussi parfait que la veille de la réouverture de certaines de vos salles de spectacle, de musique, de lieux culturels. Un petit rappel avant de commencer, vous avez un onglet sur la droite dans lequel vous retrouvez un chat et également un onglet sur lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, privilégiez cet onglet-là pour qu'on puisse prendre des questions à la fin du webinaire et de notre intervention. On va faire une intervention à 2 voix avec Olivier autour de 3 thématiques. Et donc, on essaiera de prendre 2-3 questions à la fin de chaque thématique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc, ce webinaire. Et avant de commencer à vous parler de l'étude qu'a fait le cabinet GC et de donner la parole à Olivier, je vous propose qu'on se présente en quelques mots. Donc, je vais commencer et puis je donnerai la parole à Olivier après. Donc, moi, je suis Apolline Loquet. Je travaille chez Arenametrix depuis quelques mois maintenant. Arenametrix, c'est une société qui propose une solution digitale permettant aux structures culturelles de centraliser toutes les données qu'elles ont sur leurs spectateurs pour les connaître, pour faire de l'analyse et surtout pour pouvoir leur envoyer des communications ciblées sur différents canaux, notamment emailing. Donc, je vous raconterai tout ça par la suite. Moi, je m'occupe donc de l'accompagnement de la clientèle spectacle vivant chez Arenametrix, donc que ce soit des cabarets, des opéras ou encore des théâtres à travers toute la France. Et c'est un secteur que je connais bien puisque j'ai été précédemment responsable marketing de plusieurs théâtres dans un groupe de théâtre. Voilà pour moi. Olivier, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Olivier Alloire, directeur du cabinet GC. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes basés à Rennes et nous sommes un cabinet qui réalise beaucoup d'études auprès des publics de la culture, du tourisme, mais également sur d'autres secteurs. Et c'est des études quantitatives, qualitatives. Voilà, ça peut être des études d'impact, des études de connaissance de vos publics pour tous les types de lieux culturels, de musées, théâtres, salles de concert, festivals. Et vous pourrez aller voir sur notre site internet tout ce qu'on peut, toutes les structures qu'on a pu accompagner ces 15 dernières années. Merci Olivier. Alors, je vous rappelle le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Olivier a réalisé une étude en mars 2021 auprès de 4000 Français. L'idée, c'est qu'on se base sur cette étude qui pose un peu la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Comment va se comporter le public à la réouverture des lieux? Est-ce que le public qui a été sevré de lieux culturels pendant de longs mois et peut-être plus habitué à des formats digitaux, en tout cas ces derniers mois, va-t-il se ruer dans
les salles de spectacle, dans les salles de concert, ou est-ce que parmi le public, il va y avoir des personnes un peu plus hésitantes qui vont peut-être vouloir attendre un petit peu que la crise soit passée? On se posera cette question-là. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais on essaiera de partir de l'étude d'Olivier pour tirer quelques idées. Et moi, mon rôle dans tout ça, ce sera de voir les enseignements que les lieux culturels peuvent tirer, en tout cas dans leur stratégie de communication et dans les messages à adresser au public. Ces questions-là, on les verra dans 3 thématiques. Donc la première, la réouverture des lieux culturels, les attentes des Français, puisqu'ils ont été directement interrogés. On fera ensuite un rapide focus sur la question des festivals, avant d'ouvrir un peu nos perspectives en reparlant de pratiques en ligne et en parlant du live stream et des questions qui se posent sur la pérennisation ou non de ce type de pratique digitale. Donc voilà pour le sujet. Olivier, je te laisse continuer avec l'étude. Alors, comme le précisait Apolline, effectivement, alors là, c'est une de nos dernières études qu'on a pu réaliser auprès des Français, notamment sur les thématiques des pratiques culturelles, de l'intention de visite de festivals ou de lieux culturels. Je vais juste y venir après, mais cette étude a été réalisée en mars, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Près de 3500 personnes ont été interrogées. Donc, via panel online, c'est des études qui sont réalisées en ligne, comme toutes les études d'opinion. On construit un échantillon représentatif de la population française de 15 ans et plus, et voilà, on les interroge sur tout le sujet qui nous intéresse. Donc, près de 3500 personnes, donc on est sur un échantillon large qui nous permet vraiment d'approfondir sur toutes les typologies de Français, selon leur âge, leur lieu d'habitation, leur provenance, etc. Donc, juste pour un rappel, et on vous transmettra les liens directement là dans le chat. On a réalisé d'autres webinaires là, il y a ces derniers mois et d'autres études. Elles sont accessibles sur notre site. Depuis la pandémie, on s'était dit, tiens, on va pas s'arrêter sur nos études de public ou sur les études auprès des Français, sur leurs pratiques culturelles, leur motivation, etc. On s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant de vous apporter du contenu. Donc, on a plusieurs études qui travaillent un peu les mêmes sujets. Il y en a une en avril 2020, à la suite du premier confinement, qui a été réalisée en partenariat avec Univers Sciences, sur l'impact du confinement sur les pratiques culturelles. Voilà, on a également réédité cette étude en janvier 2021 qu'on a complétée avec d'autres sujets, mais c'était l'impact des restrictions sanitaires, notamment la fermeture des restaurants, des lieux culturels, des salles de sport sur le moral des Français. Et qu'est-ce que cela a impacté au bout de pratiquement un an de pandémie. Et la fermeture des lieux qui a vraiment démarré, même s'il y a eu une réouverture des musées de juin, fin octobre, les salles de concert sont quand même fermées depuis un moment. Et puis, on a réédité, alors c'était aussi en janvier, sur les pratiques culturelles online. Donc là, ça abordait à la fois les concerts, les spectacles et les lieux de visite. Et on avait aussi un volet sur la monétisation des visites guidées. Donc là, vous pourrez aussi retrouver ces éléments détaillés. Donc ça on passe, mais voilà, il y aura 3 parties, réouverture des lieux culturels. Alors les Français, y sont-ils favorables? Alors ça, on l'a posé en mois de mars, mais on a déjà eu des éléments de réponse, puisque demain, beaucoup de lieux vont commencer à réouvrir, même si c'est dans des contraintes de jauge, des contraintes sanitaires que tout le monde connaît. Donc... Alors, on va juste, je coupe une minute, poster un sondage parce que vous êtes très nombreux à effectivement être des professionnels de différents lieux culturels. On va poster à l'instant un sondage dans l'onglet sondage pour avoir une petite idée de votre calendrier de réouverture, pour savoir un peu ceux qui vont ouvrir dès demain, ceux qui ouvriront peut-être plus le 9 juin ou un petit peu plus tard dans les semaines qui viennent. Donc, n'hésitez pas à y répondre avant. Voilà. Olivier, c'est à toi. Donc, première question, en fait, on s'est posé la question au mois de mars. Est-ce que les Français étaient favorables ou opposés à la fermeture des lieux culturels, puisque ça commençait à durer dans le temps et on avait déjà des ouvertures de certains
certains commerces ou autres. Et ça va dans le même sens des études qu'on a pu faire précédemment, c'est-à-dire que beaucoup de Français étaient finalement, alors on l'a mis opposé à la fermeture, 71%, mais on peut dire aussi favorable à la réouverture, parce qu'on voyait qu'une grosse partie des Français, 80% sur l'étude de janvier, étaient affectés moralement par la fermeture des lieux culturels. Ça devenait pesant, les Français avaient besoin de retrouver leurs loisirs, même si certains les avaient en online, et on le verra après, beaucoup veulent quand même revenir in situ, retrouver des spectacles, retrouver nos musées, retrouver nos théâtres. Donc voilà, on a quand même une très très grande majorité qui sont favorables à l'ouverture, et les plus favorables, hein, ce sont les étudiants et les jeunes jusqu'à 34 ans, et les moins, on va dire, favorables, même si ça reste minoritaire, c'est les 55 ans et plus, et les retraités. Mais ça va aussi du fait qu'on a vu que sur certaines enquêtes qu'on a pu faire à la réouverture entre juin et fin octobre, là c'est plus pour des musées, c'est ces publics qu'on a un peu moins retrouvés, qui étaient moins enclines à retrouver en tout cas à retourner sur les lieux, puisque c'était celles qui étaient les plus touchées par la pandémie. Donc ensuite, là, on leur a demandé quel lieu culturel souhaitez-vous retrouver ouvert dès demain. Et là aussi, on retrouve les mêmes résultats, enfin, ça va dans les mêmes tendances que janvier, c'est-à-dire que la majorité des Français sont favorables d'abord à la réouverture des musées, des cinémas et ensuite des théâtres. Euh, Ça va avec d'autres résultats qu'on a pu avoir sur d'autres études et également dans d'autres pays, hein, aux États-Unis, et notamment, ils suivent beaucoup ça depuis le début de la pandémie, et on voit que les Américains souhaitent la réouverture beaucoup, et depuis un moment des musées, des cinémas et des théâtres. Donc ça va également dans le même sens. Un petit peu en dessous, vous voyez, sur les salles de concert, où là, c'est en dessous des musées et des cinémas, parce que il semble plus difficile, hein, pour les Français de se projeter dans tout ce qui est réouverture de lieux fermés, où on est debout, où il y a de la proximité, que ça soit de grande jauge ou petite jauge, euh, où là, c'est plus difficile de gérer les flux de spectateurs. Donc là, on revient, on voulait revenir sur justement les études qu'on a pu faire l'année dernière, qui vont aussi dans ce sens-là. Donc cette tendance confirme les observations qu'on avait faites lors du premier confinement, c'est-à-dire qu'on a une inquiétude modérée et des intentions de fréquentation toujours élevées pour les cinémas et les musées à réouverture. Par contre, l'inquiétude est plus importante pour les lieux de spectacle vivant, avec des intentions de fréquentation plus faibles, et donc un retour pour ces lieux fermés avec soit public à jauge réduite ou même à grande jauge, qui va se faire plus lentement. Vous le voyez, hein, le pourcentage d'inquiétude, il était de 40% pour les monuments historiques et 48% pour les musées et lieux d'exposition, alors qu'il est pour les lieux de spectacle vivant en vert, hein, ça va de 60 à 75%. Et l'intention de fréquentation aussi, hein, vous voyez, du coup, elle est reliée. Sur les monuments musées, elle est de 60 à 50%, l'intention de revisite des réouvertures, alors que sur les spectacles vivants, elle est que de 47 pour les concerts-spectacles en plein air, et pour les concerts-spectacles salles fermées ou à public nombreux, on descend à un tiers. Alors là aussi, toujours sur le même sujet, on a réalisé une étude, nous aussi, alors là, c'est un focus sur les franciliens, qui est aussi des études qu'on a pu réaliser sur cette dernière année. Donc là, par exemple, c'est pareil, hein, 65% des franciliens de 18 à 54 ans qui ont des pratiques culturelles, hein, déclarent que la crise sanitaire aura un impact sur leur fréquentation de concerts à moyen terme. Donc là, ça montre aussi que même sur ceux qui ont l'habitude de fréquenter des festivals de musique actuelle, des salles de concerts, de spectacles, vous voyez, hein, sur le graphique de gauche, hein, le retour va plutôt se faire à 6 à 12 mois que tout de suite. Et on le voit, hein, quels sont les lieux dans lesquels, sur le graphique à droite, vous pensez moins vous rendre pour assister à un concert. On retrouve, hein, les salles de concert à grande jauge ou fermées. Et un peu moins sur les festivals finalement de plein air ou les théâtres opéra.
Alors voici pour ce qu'on pouvait dire de la première partie de cette étude. Alors moi, je vais plutôt vous parler des enseignements que on peut tirer sur la communication. Alors ce qu'on voit de l'étude d'Olivier, c'est effectivement qu'il y a déjà des sensibilités différentes à la revenue dans les lieux culturels en fonction du type de lieu culturel dont on parle. D'autres études aussi nous montrent bien que on a des degrés de sensibilité différents parmi la population et le public vis-à-vis de la crise. Donc là où il va y avoir un enjeu de communication, en tout cas, ça va être dans le fait de pouvoir à la fois faciliter la venue de ceux qui attendent la réouverture avec impatience. Et on le voit bien aujourd'hui qu'il y a des publics qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur salle de spectacle et leur lieu culturel et qui se ruent en ce moment sur les billetteries, tout en envoyant des messages aussi rassurants pour les publics qui sont un petit peu plus hésitants et sur lesquels il va falloir compter évidemment dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'idée derrière, ça va être de toute façon de faire en sorte d'optimiser aussi l'expérience de tous ceux qui vont venir pour leur donner envie de continuer à venir dans les semaines et les mois qui viennent et les fidéliser sur le long terme puisque l'enjeu n'est pas tant les jours qui viennent où on voit bien qu'on va avoir des publics dans les salles, mais vraiment derrière les mois d'après pour réenclencher une fréquentation assidue des publics. Les leviers sur lesquels on peut travailler en termes de communication, mais déjà, ça semble évident de le dire, mais on est au moment où il faut recommencer à faire la part belle dans la communication à la programmation. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de conditions sanitaires, de conditions d'annulation, de conditions commerciales. On a vu fleurir un peu sur tous les sites web de structures culturelles des pop-up expliquant comment se faire rembourser ses billets ou comment reporter ses billets. Là, il est vraiment temps de remettre effectivement la programmation au centre du jeu, que ce soit pour des lieux qui vont réouvrir demain ou pour des lieux qui vont ouvrir un petit peu plus tard. Voilà, commencer à dire ce qu'on aura au moment de la réouverture. Ce qui sera intéressant aussi, c'est de s'équiper de plus en plus d'outils de communication pour accompagner l'expérience du spectateur. Je vais faire un petit point là-dessus après. Et ne pas hésiter également de profiter de la période actuelle pour envisager la mise en place d'outils de collecte de données, notamment sur des publics qui ont très envie d'entendre parler de vous dans les mois qui viennent. Donc, si vous êtes abonné aujourd'hui à tout un tas de newsletters de la part d'institutions culturelles, vous avez certainement reçu beaucoup de mails ces derniers temps pour annoncer la réouverture des lieux. Alors, ça semble évident, je vous mets quand même quelques exemples qui me semblent intéressants. C'est vraiment le moment de communiquer de manière un peu différente de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire avant la crise, en jouant un peu plus sur l'émotion, l'envie d'être ensemble et vraiment ce bonheur partagé de se retrouver dans les salles de spectacle et dans les lieux culturels. Et pourquoi j'en parle, c'est aussi, ce sera aussi important de le faire pour des salles qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui, mais qui vont peut-être réouvrir avec un petit peu plus de délai. Je pense à des salles qui ne réouvriront peut-être qu'à l'automne, au moment ou à l'été, au moment où les jauges seront plus grandes pour des questions simplement économiques. C'est pas parce que voilà, vous n'ouvrez pas demain qu'il faudra pas dans quelques semaines faire tapage de l'idée de votre réouverture et en parler. Après, ce qui est important également, c'est de se dire que la période actuelle peut être une période dans laquelle on va communiquer un petit peu plus que d'habitude, on va peut-être envoyer un petit peu plus de mails et on peut, pourquoi pas, envisager de communiquer de manière un petit peu plus séquencée qu'avant, en dissociant les messages qu'on va envoyer à notre public. J'ai vu ces derniers temps passer des newsletters ou des mails dans lesquels l'institution culturelle a énormément d'informations à donner, que ce soit l'information de sa date de réouverture, l'information de sa programmation, parfois avec de multiples spectacles, ou encore des informations sur le processus de réservation pour acheter des billets. Plutôt que d'envoyer toutes ces informations en un seul message, c'est le moment d'imaginer peut-être de dissocier tout ça en annonçant d'abord sa réouverture, puis ensuite peut-être en faisant un focus sur la programmation avant d'annoncer quelques jours plus tard, par exemple, l'ouverture des ventes. Ça permet de bien préparer le public et d'envoyer au public toutes les informations, notamment pour gérer
créer d'éventuelles frustrations, étant donné que dans un premier temps, on va avoir des petites jauges et qu'il y aura, pour certaines salles de spectacle, au départ, peu de billets à vendre. Je vous ai mis 2 exemples de ça là sur le PowerPoint. Vous avez par exemple le festival Namur en mai qui a communiqué de cette manière-là en annonçant dans un premier temps la tenue d'un événement test en Belgique, donc pour lequel il y avait un certain nombre de places, puis ensuite a envoyé un autre mail pour informer son public de la mise à disposition des billets sur sa billetterie. Un autre exemple de ça, c'est le cas, par exemple, de la comédie musicale Hamilton aux États-Unis, qui est donc une grande comédie à succès de Broadway. Ils ont dissocié également l'annonce de la réouverture avec la date du 14 septembre 2021 et la mise en vente des billets. Évidemment, là, on parle de réouverture, d'envoi d'informations sur votre nouvelle programmation et sur les semaines qui viennent. C'est également le moment de bien communiquer avec des personnes qui avaient peut-être des billets pour des spectacles qui ont été annulés ou reportés et d'envoyer des communications ciblées avec ce public-là. N'attendez pas que le public vienne vers vous pour vous demander des remboursements. Si vous avez encore des remboursements, des reports, etc. à faire, envoyez vraiment de l'information au public pour lui faciliter la vie et faire en sorte que ce soit facile pour lui et qu'il ait une bonne expérience avec vous. Alors, c'est aussi le moment, peut-être cette période qu'on peut, dans laquelle on a tendance à penser qu'il va y avoir une effervescence, une envie de retourner dans les salles. Ça peut être le moment aussi de développer un petit peu plus que d'habitude la collecte de données, notamment de données de contact auprès de votre public. Là, je vous ai mis un exemple que vous voyez au milieu avec Vanessa Paradis en star de cette information-là, un exemple de pop-up que j'avais mis en place quand je travaillais encore dans des théâtres, et notamment pour le théâtre Édouard VII cet automne, un exemple de mécanique de collecte de données qu'on avait mis en place, puisque l'automne 2020, on ne savait pas quand le théâtre Édouard VII allait pouvoir réouvrir. Néanmoins, on savait avec quel spectacle le théâtre allait réouvrir. On savait que c'était un spectacle porteur qui intéresserait fortement une grosse partie de notre public, puisque c'est un événement, c'est la première fois de Vanessa Paradis sur scène. On n'avait donc pas grand-chose à dire si ce n'est ça, et on a vraiment mis cette information vraiment en grand, à l'honneur sur notre site internet. Ça nous a permis de collecter des mails de manière bien plus significative que d'habitude et de pouvoir communiquer auprès du public qui a très envie de recevoir l'information de l'ouverture des ventes de ce spectacle. Il y a plein d'autres possibilités. Vous avez un autre exemple, la même chose a été faite par le Cirque du Soleil à gauche, ou encore par d'autres systèmes, notamment des services que certaines scènes proposent à leurs spectateurs avec la mise en place, par exemple, de listes d'attente. Ça, c'est notamment possible quand on a des spectacles qui sont sur réservation, avec la possibilité éventuellement de se désister au dernier moment. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de demander au public qui n'a pas réussi à avoir de place son mail pour pouvoir le prévenir en cas de mise à disposition d'autres billets. Donc, n'hésitez pas en ce moment à pousser cette collecte de données un petit peu plus que d'habitude. Le public a envie de parler de vous, alors c'est le moment de lui demander de vous laisser notamment son adresse mail. Ce qui est aussi intéressant dans la période qui va venir et la reprise des spectacles, ça va être vraiment de penser les spectacles, et je parle de spectacles, mais on peut penser aussi aux expositions, d'autres types d'expériences culturelles, comme des moments qui vont se passer, qu'il va falloir accompagner au-delà de la venue dans le lieu culturel, notamment en mettant en place des moments de communication où on va apporter des informations importantes au public. Dans le cadre d'un spectacle, le plus intéressant, ça peut être par exemple un jour avant le spectacle ou le matin même du spectacle, d'envoyer un mail d'information pratique automatisé avec des informations sur comment arriver au lieu culturel, quel est le protocole sanitaire mis en place, etc. etc. On peut automatiser évidemment tout ce type de communication. C'est exactement ce que propose Arena Metrics avec son outil. On peut aller plus loin en mettant en place des mails d'après-spectacle dans lesquels on va demander au public de nous faire un retour sur son expérience, éventuellement
éventuellement lui poser des questions sur sa satisfaction, lui proposer également de mettre un avis sur un site de vente de billets ou sur les réseaux sociaux, par exemple. On peut également détourner, entre guillemets, des mails qu'on a pu, enfin des types de mails un peu plus commerciaux qu'on a pu voir dans le e-commerce. Je pense par exemple au fameux mail de relance de panier que vous avez peut-être déjà reçu quand vous allez vous balader sur le site de la Redoute et que vous essayez d'acheter une paire de chaussures mais que vous n'allez pas au bout. Il peut vous arriver derrière d'avoir un mail qui vous dit, qui vous rappelle d'aller au bout de votre réservation. Ce type de mécanique, elle peut être aussi en ce moment détournée pour envoyer plutôt de l'information de réassurance avec de l'information plus pratique sur peut-être le protocole sanitaire pour rassurer le spectateur et lui donner toutes les clés en main pour savoir comment va se passer son expérience dans la salle de spectacle ou dans le lieu culturel. Voilà pour cette partie-là. On va parler dans un instant des festivals et vous avez un autre sondage qui est à disposition dans l'onglet sondage. On va également regarder s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre. Alors, j'ai vu passer déjà des questions sur la mise à disposition du PowerPoint. On enverra effectivement à tous les inscrits le replay du webinaire. Et si vous voulez effectivement avoir juste le PowerPoint, on pourra vous l'envoyer, aucun problème. Je vois une question, Olivier, peut-être plus pour toi. Avez-vous réalisé des enquêtes pour la réouverture des musées après le confinement? Oui, on a effectivement réalisé entre juin et fin octobre 2020 des études pour plusieurs musées, hein, justement pour essayer d'évaluer est-ce que les publics ont changé, est-ce que l'impact justement du protocole sanitaire sur les musées impacte l'expérience de visite. Et du coup, c'était intéressant puisqu'on avait pu voir que ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on avait un public plus jeune, en tout cas plus jeune. Alors ça ne veut pas dire peut-être en nombre, mais en tout cas, le public jeune, c'est-à-dire de 15 à 35 ans, était toujours là, et le public un peu plus âgé, qu'on retrouve notamment dans les musées, alors pas dans tous, mais dans une partie des musées, c'est moins déplacé. Et bon, ça a été aussi couplé avec pas mal d'offres de gratuité. Il y a beaucoup de musées, notamment des institutions publiques de métropole là, qui proposent les musées gratuits, sans billetterie. Donc ça aussi, ça a pu jouer sur le côté jeunesse. Et également, ce qu'on a vu, ce qui était intéressant, c'est que le port du masque était un vrai problème au début, mois de juin, juillet, et fin octobre, ce n'était plus un problème. On voyait au fur et à mesure, puisqu'on est sur des enquêtes en continu, sur des baromètres, hein, que le fin octobre, le masque ne détériorait plus la visite. Ça devenait quelque chose d'ancré et qui faisait partie intégrante de la visite. Voilà, il y avait d'autres choses après qui jouaient plus sur l'expérience de visite, c'était le non-accès à des outils de médiation. Voilà. Donc on n'a pas pu faire sur des festivals puisqu'il n'y en a eu que quelques-uns l'été dernier. J'espère en avoir peut-être un peu cet été. On en a quelques-uns pour qui on devait travailler et sur lequel ça a été reporté à cette année. Et là, on a d'autres enquêtes qui vont reprendre dès la semaine prochaine pour des lieux de visite. Je vois une autre question de Michel sur avez-vous une tendance sur les taux de réservation pour les visites de musées dans les prochains jours? Alors moi, je pourrais un peu moins répondre sur la partie musée puisque c'est ma collègue Sophia Baladi qui s'occupe de l'accompagnement des musées chez Arena Metrix. Donc, je peux peut-être répondre sur la partie théâtre, même si en fait, il est trop tôt pour avoir une tendance ou faire des statistiques. Mais en tout cas, ce qu'on voit en ce moment, moi, je me balade beaucoup sur les billetteries des théâtres qui réouvrent demain. On a quand même déjà pas mal de salles, de spectacles qui se jouent à guichet fermé du fait de la jauge réduite à 35%. Donc pour l'instant, voilà pour la tendance. Mais Sophia pourra peut-être avoir une vision sur les statistiques dans les prochains jours en ce qui concerne les musées. Mais je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment, donc on peut continuer, Olivier, sur les festivals. Alors, partie festival, on voulait poser la question aux Français et aussi à ceux
qui ont l'habitude de fréquenter des festivals et ce qui compte en fréquenter cet été pour ceux qui comptent quand même proposer quelque chose, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de festivals qui ont été annulés, notamment pas mal de festivals de musique actuelle qui se fréquentent debout, et certains n'ont pas voulu forcément aller sur une proposition assise et qui devenait contraignante. Et je voyais tout à l'heure effectivement le SMA qui a envoyé un communiqué de presse là-dessus sur la difficulté pour ces festivals à proposer dans le protocole actuel des festivals assis. Alors en tout cas, voilà, là je pose sur cette diapo-là des données de cadrage. C'est-à-dire qu'on voulait savoir qui parmi les Français ont l'habitude de fréquenter des festivals. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 30%, 29% des Français qui ont assisté à un festival dans les 3 dernières années. Et là, on retrouve, bon, c'est pas forcément une surprise, on retrouve plus les étudiants, les habitants des grandes villes, les personnes actives et de catégorie plutôt aisée, hein, profession intermédiaire ou cadre, et les plus diplômés, qui fréquentent davantage les festivals que d'autres. Et parmi les Français aussi, il y a quand même 38% qui pensent participer à un festival en 2021. Donc c'était en mars. C'était le tout début. Roselyne Bachelot avait commencé à annoncer quelques mesures. Là, elle se confirme. Donc même si ça reste pas majoritaire, ça montre quand même un engouement. Et comme je l'ai dit, plutôt chez les jeunes. Et on voit alors, juste quel type de festivals qui sont le plus fréquentés par les Français. Parmi ces 30% de Français, vous le voyez sur le graphique de gauche, hein, c'est d'abord les festivals de musique actuelle et ensuite ça se dispatche sur festivals de cirque, d'humour. Et là, ça dépend vraiment des préférences de chacun et chacune. Donc là, en affinant un peu plus les données, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, chez les jeunes de 15 à 34 ans, 35% fréquentent des festivals ou ont l'habitude de fréquenter des festivals. Beaucoup plus de musique actuelle, vous le voyez, hein, 22% par rapport aux autres thématiques. Et l'intention de visite, elle est plus forte cet été, elle est de 42% qui comptent fréquenter un festival. Et vous voyez, plus on descend en âge, c'est-à-dire entre 35 et 65 ans et les seniors de 65 ans et plus, l'intention de visite de festival baisse. On passe de 41%, donc ça reste assez fort jusqu'à 64 ans, et après on descend à 30%, hein, et on est vraiment sur du peut-être. Donc il y a quand même encore, et ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intention de fréquenter cet été est encore timide, hein. On attend de voir comment ça va se passer, on attend de voir aussi les jauges. Il y a une certaine réticence, notamment c'est plus on avance dans l'âge, mis à part les jeunes qui ont une envie assez forte de revenir sur les événements. Alors, juste, même si je ne le présente pas là, ça va dans le sens, nous on vient de faire des enquêtes pour certains festivals, mais auprès de leurs habitants. C'est-à-dire qu'il y a certains festivals qui vont quand même proposer des jauges assises, mais du coup, sur des jauges réduites, donc forcément les publics vont moins se déplacer, on va être plus sur des groupes locaux, donc c'est une offre qui va plutôt être proposée et qui va intéresser plutôt le public local, alors à une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure de route. Et on a fait des enquêtes sur les habitants. On en a fait plusieurs là. Bon, les résultats, je vous les présente pas là, mais ça va également dans le même sens. On est vraiment sur du 50-50, quoi. Une partie, même ceux qui ont l'habitude de fréquenter le festival habituellement, sont assez inquiets et ont du mal à se positionner et préfèrent attendre plutôt 2022, quoi. Merci Olivier. Alors tout ce qu'on a dit précédemment sur les idées de communication sur la partie d'avant sont évidemment valables pour les festivals, avec des enjeux un peu plus forts sur les festivals, sur la gestion des jauges limitées effectivement, et potentiellement des files d'attente à certains endroits du festival, avec des questions qui se posent encore et qui restent aussi à déterminer sur l'organisation logistique, un enjeu de gérer une potentielle frustration
création. Je pense notamment aux très grands festivals qui ont l'habitude d'accueillir énormément de public et qui ne vont pas pouvoir proposer, qui vont proposer des modèles peut-être un peu différents s'ils se tiennent et ne pas pouvoir proposer des billets à tout le monde cette année. Il y a un gros enjeu de communication aussi dans le fait de composer avec des messages complexes, notamment dans le cadre du pass sanitaire et de ce qu'on va pouvoir dire pour l'expliquer, pour rassurer aussi les spectateurs sur comment ce pass sanitaire va fonctionner, les rassurer aussi sur la confidentialité des données de santé, etc. Il y a un travail certainement de pédagogie qui ne doit pas être qu'à la responsabilité des festivals, mais néanmoins dont les festivals devront s'emparer pour ceux qui vont avoir lieu. Et il y aura tout un enjeu sur la conservation du lien avec tout le public et toute la base de données du festival pour pouvoir le réengager de manière plus conséquente en 2022 lorsque, on l'espère, on pourra retrouver des festivals avec des grandes jauges. Les leviers, encore une fois, ce sont justement des outils pour informer à tout moment, rassurer, apporter une information concrète. Pour certains festivals qui proposent de la restauration, s'intéresser également à tout ce qui va être outil de précommande, de produits annexes notamment. Et puis, il y a tout un levier de communication autour des nouveaux formats. Et, Olivier parlait de la question de festivals qui vont être plus ancrés auprès d'un public local. Ça peut être une opportunité de communication pour développer aussi encore plus les liens avec ces publics-là ou les réinventer. Et intéressant également, je vais vous montrer deux exemples dans 2 minutes, des outils d'implication du public, puisqu'on a vu pas mal d'exemples de festivals qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ne sachant pas tellement ce qu'ils allaient pouvoir proposer au public, ont posé la question au public et donc impliqué vraiment le public en amont dans la réflexion de tenue du festival. Alors, dans un premier temps, je vous ai mis 2 exemples à regarder qui m'ont semblé particulièrement intéressants, donc qui sont 2 clients d'Arenametrix. Le premier, c'est le festival Mars Attack, qui a bien joué cette question de communiquer de manière séquencée en envoyant dans un premier temps à sa base de données et à son public un mail pour annoncer la tenue de la 23e édition, en donnant des informations très claires et spécifiques sur les dates, le lieu et le format, puisque le format est renouvelé cette année et justement Mars Attack joue beaucoup là-dessus en parlant d'événements capsules, d'éditions capsules de Mars Attack. Et puis voilà, derrière, après l'envoi de ce mail, ils ont pu envoyer un mail d'ouverture des ventes, ce qui a permis au public d'être prêt à réserver pour ceux qui avaient très envie d'obtenir un billet parmi le peu de billets en vente pour l'événement. Un autre exemple qui joue aussi sur ce caractère exceptionnel, pour le coup, cette fois-ci, à 100% en live stream, c'est le festival de jazz à Saint-Germain-des-Prés qui se tiendra à partir de ce week-end, donc dans une édition qu'il présente comme une édition collector. Encore une fois, cette idée de jouer dans la communication sur ce côté capsule, collector, exceptionnel, unique, inédit, donc dans une édition collector dès ce week-end en ligne avec des concerts qui seront accessibles de manière payante en live streaming. Ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est qu'il y a un vrai effort de pédagogie aussi dans la manière d'expliquer comment le festival va avoir lieu, sur quels outils. Il y a des playlists sur différents réseaux de musique. C'est assez bien pensé. Il y a eu un effort pédagogique dans la création de cet événement 100% en ligne. Je vous ai parlé de la question d'impliquer le public en amont et là on a 2 exemples de festivals qui ont posé un certain nombre de questions à leur public lorsqu'ils ne savaient pas encore si le festival allait se tenir. Donc on a l'exemple d'un client Arenametrix qui est la fête de l'UMA qui a envoyé cette année en même temps que ses vœux un questionnaire à son public pour lui poser un ensemble de questions sur le futur de la fête de l'UMA.
Et on a également un bon exemple qui m'a semblé particulièrement intéressant du festival We Love Green, qui a fait la même chose en envoyant des questions à son public, mais qui en plus a fait le travail de restitution de son questionnaire et de son étude auprès de son public en communiquant par newsletter sur les résultats. Donc là, vous avez une capture d'écran de la restitution. Alors, il y avait beaucoup plus de questions que ça. Si ça vous intéresse, on pourra aussi vous envoyer la newsletter parce qu'elle est particulièrement intéressante. Voilà. Et puis, évidemment, les publics comme les festivals, comme le disait Olivier, qui ont également de travailler sur des études en lien avec des cabinets d'études, comme c'est le cas pour les exemples qu'il nous a cités. Voilà pour les festivals. Alors, on va regarder s'il y a des questions sur les festivals. Alors oui, sur la question du live stream, on y arrive justement dans quelques minutes. Il y a une question effectivement de Maxime. Il y a plus de personnes qui souhaitaient participer à un festival que de gens ayant participé ces 3 dernières années. Donc effectivement, alors on est sur des intentions de visite. 30% des Français ont participé à un festival dans les 3 dernières années. Alors si c'est la réalité, ils sont vraiment venus. Après, sur ceux qui souhaiteraient, on était effectivement à 38%, mais on est sur une intention relative. Donc, mais bon, c'est quand même intéressant de le souligner puisqu'on a vu que même si ils sont minoritaires, il y a quand même une partie des Français qui avaient participé à aucun festival. Alors, ils ont peut-être d'autres pratiques que en salle ou théâtre ou autre, mais qui étaient intéressés d'aller à un festival en plein air justement parce que on l'a vu tout à l'heure, les festivals de plein air, c'est les festivals où on se sent le plus rassuré que sur un lieu fermé. Donc il y a peut-être des personnes qui se disent, je participe d'habitude à des spectacles en milieu fermé, et là, en milieu ouvert, je suis plus rassuré et je vais avoir envie d'y participer cet été. Merci Olivier. Alors avant de commencer la partie sur les spectacles et les concerts en ligne, on vous a également proposé un sondage pour savoir si dans vos structures culturelles on a mis en place des événements en ligne depuis mars 2020 avec des petites subtilités pour savoir si vous l'avez fait de manière gratuite sur les réseaux sociaux ou si vous avez proposé des contenus monétisés. Vous pouvez répondre à ce sondage qui est dans l'onglet sondage. Donc oui, spectacles et concerts en ligne, on a suivi l'évolution des pratiques, comme je le disais, depuis 1 an. En janvier, on avait fait un webinaire et on avait vu que les pratiques numériques, notamment de regarder des concerts, spectacles en direct ou en replay ou des visites virtuelles, etc., étaient ancrées, ce qui n'était moins le cas 2 mois après la pandémie au mois d'avril 2020, puisque ça faisait que 2 mois et on pensait tous revenir à une situation normale. Donc il y a eu effectivement une évolution des pratiques, mais c'était vraiment sur ceux qui avaient l'habitude de venir sur site, de se déplacer. Là, c'est plus le cas. En janvier, il y avait vraiment puisque la fermeture a été vraiment longue, là on a vu que les pratiques avaient quasiment presque doublé. Vous le verrez aussi sur les autres rapports. Et là, on vous présente vraiment sur tout ce qui est spectacle et concert. 31% des Français ont regardé un concert ou un spectacle en ligne en 2020, ce qu'on estime à peu près à 16 millions 500 000 Français. Et ça se répartit. Alors, certains font les deux. C'est pas cumulé 21% et 20%, mais 21% ont assisté à un concert ou spectacle en direct et 20% ont assisté à un concert ou spectacle en replay en 2020. Et certains ont fait les deux, c'est pour ça que ça se cumule pas. C'est pas 41% des Français, mais il y a une partie qui ont fait les deux. Donc c'est intéressant, ça a évolué. C'est pareil sur les visites virtuelles. S'il y a des personnes qui nous regardent là aujourd'hui et qui travaillent dans des lieux de visite, musées, patrimoine ou autres, ces pratiques ont évolué. Et sont maintenant ancrées, donc c'est tout l'intérêt de prendre en compte ce public. Pour nous, c'est pas un public éphémère, c'est un public qui va se
se poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années, et qui peuvent faire partie d'une stratégie de développement de public. Donc là, on est allé un peu plus loin, on leur a demandé sur quel support avez-vous vu un concert, un opéra, un spectacle en replay ou retransmis en direct sur le web. Donc là aussi, aujourd'hui, les Français ont privilégié, en tout cas sur ceux qui ont visionné des spectacles et des concerts, ont privilégié les réseaux sociaux à 66%, et notamment un peu plus les jeunes qui ont privilégié ces plateformes-là. Donc ça peut être des lives ou des replays sur Facebook. Et ensuite viennent les plateformes de streaming traditionnelles, OCS, YouTube, Netflix, hors plateforme payante dédiée à la culture, même si là, c'est des plateformes de streaming payantes ou gratuites. Mais voilà, en tout cas, c'est les réseaux sociaux et ensuite les plateformes de streaming. Et ce qu'on voit, c'est que derrière, beaucoup plus loin, les sites Internet dédiés, alors soit les sites Internet des artistes, vos sites Internet, ont pas été les supports privilégiés, seulement par 8% des Français qui ont visionné des spectacles et des concerts, un peu plus sur les seniors. Et par contre, il y a eu là, on a vu pas mal d'initiatives qui sont arrivées ces 12 derniers mois avec des plateformes de streaming payantes. Il y a eu pas mal d'articles et d'émissions dédiées à ça, notamment à la télé. Et pour l'instant, ça reste très minoritaire, seulement 3%. Donc là, on va un peu plus loin. Alors, on leur a demandé à l'avenir qui compte poursuivre ces pratiques et surtout, est-ce que les Français seraient prêts à payer pour visionner un spectacle en ligne ou s'abonner à une plateforme dédiée de proposition de spectacles ou de concerts. Alors, 2% des Français, alors là, c'était depuis un an, 2% des Français nous ont dit déjà avoir payé pour assister à un spectacle ou concert en ligne, ce qu'on estime à peu près 1 million de Français, soit 9% de ceux qui ont été spectateurs en ligne. Donc, ça reste minoritaire, c'est-à-dire que la plupart ont quand même visionné sur des plateformes gratuites, on l'a vu, réseaux sociaux, ou certains sur des plateformes de streaming type YouTube. Alors, après, quand on leur demande seriez-vous prêt à payer, 15% nous ont dit être prêts à payer à l'avenir pour des spectacles en ligne. Donc là, vous voyez, il y a un réel intérêt, même si, comme je l'ai dit, il y a une partie qui nous disent oui, ça reste relatif, mais quand même, ça donne quand même des tendances. Près de 8 millions de Français seraient prêts à payer. Et là, on retrouve forcément un peu plus d'intérêt pour ceux qui ont l'habitude d'aller à des concerts ou des spectacles, qui ont participé aussi à des spectacles en ligne ces 12 derniers mois. Et également, on l'a mis un peu en rouge là, mais également ceux qui n'ont pas assisté à un concert ou spectacle en ligne en 2020 seraient intéressés. Et on l'avait présenté à un webinaire il y a quelques semaines. C'était intéressant puisqu'on avait vu qu'on attirait du nouveau public, c'est-à-dire que même s'il restait minoritaire sur les Français qui ont des pratiques en ligne, il y avait notamment les habitants de milieux ruraux ou de villes moyennes qui n'ont pas de pratique de sortie parce que l'offre est plus réduite. Étaient intéressés de faire des visites guidées, de faire des visites virtuelles, de regarder des concerts et spectacles en ligne. Donc c'est intéressant puisque là, on attire aussi un nouveau public. Donc, sur la partie spectacle, on a aussi demandé le montant moyen qui serait prêt à payer pour regarder un spectacle en live. La moyenne est à peu près aux alentours de 12 euros maximum pour regarder un spectacle en direct. Sur la partie abonnement, là c'est un petit peu en dessous. 12% des Français seraient intéressés à s'abonner à une plateforme. Là également, on retrouve un peu plus ceux qui ont l'habitude d'avoir des pratiques en ligne. Là, le montant mensuel moyen serait de 8 euros par mois pour s'abonner à ce type de plateforme. Là également, donc je vais assez vite, mais on retrouve aussi un intérêt un peu plus fort chez les jeunes et un peu moins chez les seniors. On retrouve un peu l'effet âge. Donc les jeunes seraient prêts à payer pour participer à un spectacle online. On est à 18% et même le montant moyen est un peu plus fort. Un peu moins chez les seniors, mais on passe de 13 finalement à 10 euros. Et également sur des abonnements.
Là, finalement, même si l'intérêt à s'abonner, c'est un peu plus fort chez les jeunes et un peu moins chez les seniors. Par contre, le montant est un peu plus fort chez les seniors pour s'abonner. Alors après, on a des choses plus détaillées, mais on voulait pas aller trop dans le détail aujourd'hui. Selon les goûts hein, musicaux, euh, il y a des différences. Hein. Selon l'âge, les jeunes vont être plus intéressés par des concerts de rap, de hip-hop, d'électro. Et plus on avance en âge, plus les seniors vont être intéressés par des spectacles de théâtre. Et d'âge intermédiaire, on va trouver plus des spectacles de variété. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur nos études de public selon les festivals ou les lieux culturels qu'on enquête. Merci Olivier pour toutes ces informations intéressantes sur la participation effectivement et les envies vis-à-vis des spectacles en ligne. Alors les questions qu'on se pose sur le live stream, les spectacles en ligne sont nombreuses aujourd'hui. Effectivement, la première question c'est est-ce que l'utilisation du live stream va être pérennisée après la crise ou est-ce qu'on va plutôt abandonner ce genre de format dès le retour à la normale? Alors aujourd'hui, si on interroge informellement des personnes autour de nous, elles auraient tendance à nous dire bah, pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans les lieux culturels et je vais abandonner le live stream pour le moment. Mais la question, c'est de savoir plutôt dans quelques semaines ou dans quelques mois, est-ce qu'on peut envisager d'avoir un avenir hybride en fait entre ces deux formats? Est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités aussi créées pour le spectacle par les nouveaux rythmes de travail. Et là, à l'inverse, je fais état d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui me disait, moi, mon télétravail va être pérennisé plusieurs jours par semaine et sur des jours de télétravail, j'aurais certainement très envie de sortir le soir pour voir des événements physiques. Donc là, on est carrément dans l'inverse, en fait. Donc voilà, sur des opportunités créées par ces nouveaux rythmes de travail. Et une question aussi qui se pose autour de la valorisation de tout ce qui a été fait pendant cette année avec des structures qui qui ont investi, qui se sont équipées, qui ont formé leurs équipes justement pour pouvoir proposer des événements live. Est-ce que ces structures-là, elles vont arrêter ou est-ce qu'elles vont transformer l'essai pour aller un petit peu plus loin dans les pratiques et la proposition de contenu en ligne? Alors, il y a des leviers effectivement à activer sur ces sujets-là et encore une fois, une question autour de la collecte de données mais aussi de l'analyse des pratiques et de ce que les publics regardent. Et on peut peut-être aussi envisager des parcours de communication où le contenu vidéo, que ce soit un contenu live ou un contenu préenregistré, finalement puisse venir accompagner l'expérience physique et l'expérience dans la salle ou dans le lieu culturel et l'envisager comme quelque chose finalement de complémentaire et pour proposer un approfondissement de la relation avec le lieu culturel. Alors sur l'aspect de l'analyse, en fait, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que ce soit parce que les contenus ont été proposés sur des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, etc., ou sur des plateformes liées à la télévision ou des plateformes en ligne, on a peu de modèles où finalement la structure culturelle est propriétaire de la donnée, en tout cas est capable de l'analyser, de savoir qui a participé et surtout savoir recontacter les personnes qui ont participé à un événement en ligne. Et ça, c'est assez dommage. Alors, il n'est pas trop tard, je pense, pour avoir des réflexions autour de cette question-là. Et là, je vous ai mis un exemple du Metropolitan Opera de New York qui, lui, propose des contenus en ligne, qu'ils soient payants ou gratuits. Il y a vraiment les deux modèles. Là, par exemple, à droite, vous avez la possibilité d'accéder à des concerts gratuitement et que ce soit payant ou gratuit, le Metropolitan Opera demande préalablement à toutes les personnes qui veulent participer une inscription, ce qui lui permet de collecter des adresses mail, des noms et des prénoms et derrière, à la fois de pouvoir faire de l'analyse, mais surtout de pouvoir recontacter le public au moment de la réouverture des lieux, de lui envoyer de l'information et de faire en sorte de faire des ponts entre la consommation en ligne et la consommation
en présentiel, entre guillemets, même si c'est un mot qu'on n'a plus forcément envie d'entendre. Je vous mets un autre exemple là qui n'est pas l'exemple du Metropolitan Opera, mais qui est un exemple qui m'a semblé très intéressant, qui permet de montrer justement qu'on n'a pas besoin d'être l'Opéra de Paris ou le Metropolitan Opera pour mettre en place une stratégie ambitieuse autour du live stream et des contenus en ligne. L'exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple des théâtres L'Improvidence qu'on accompagne chez Arena Matrix et qui sont 3 théâtres d'improvisation dans 3 lieux, donc à Avignon, à Lyon et à Bordeaux. Ces derniers mois, L'Improvidence a mis en place une plateforme qui s'appelle Impro on Live pour permettre à son public d'accéder plusieurs fois par semaine à des lives d'improvisation. Ces contenus sont monétisés puisque il faut acheter un billet pour accéder à l'événement, c'est 8 € par écran. Voilà, la programmation est assez ambitieuse puisque, comme je vous le disais, c'est pas juste un événement par mois ou un événement par-ci par-là, ce sont plusieurs événements par semaine. Les théâtres L'Improvidence voient cette politique ambitieuse comme un moyen d'être aussi une vitrine vers d'autres activités qu'ils proposent, puisque ces théâtres sont aussi des lieux de formation et ils ont développé ces derniers temps beaucoup leurs offres auprès des entreprises, notamment en développant une offre de team building qui a été transformée pendant cette période en activité en ligne et qui leur a permis de développer leurs recettes et de pouvoir annoncer, là, on pourra vous envoyer si vous le souhaitez l'article, il y a un article très bien fait dans Les Échos dans lequel ils annoncent que leur chiffre d'affaires prévisionnel en 2021 serait équivalent à celui de 2019, puisque les théâtres L'Improvidence, c'est une structure privée et non subventionnée. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est évidemment que on peut continuer en fait à fidéliser les spectateurs pendant la période de fermeture physique et continuer à collecter de la donnée précieuse et significative. Et vous voyez en bas simplement une capture d'écran tirée de notre outil où vous avez une capture d'écran de mon profil puisque j'ai participé à un événement en live et derrière l'information remonte tout simplement dans la base de données du théâtre L'Improvidence qui va pouvoir tout simplement derrière recibler au moment de la réouverture les personnes qui ont participé à des événements live pour leur proposer de venir physiquement dans le lieu, voire pour continuer à leur proposer du contenu live puisque on a eu cette discussion-là. En fait, leur modèle a été pensé pour être pérennisé et pour continuer à proposer des événements en ligne à un public peut-être plus éloigné territorialement des différentes antennes du théâtre L'Improvidence. Donc un exemple pour le coup assez intéressant. On a vu aussi des exemples, alors peut-être plus dans le monde anglo-saxon que par chez nous, mais de structures qui ont utilisé le live stream et la production de contenu vidéo comme des leviers marketing en soi. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un théâtre qui est le National Theatre of Scotland, qui, pour le coup, eux, ont produit un contenu live pour provoquer des points de contact avec des nouveaux publics et également pour multiplier le trafic sur leur site internet et avoir la possibilité d'avoir de la donnée, de la data pour pouvoir recibler des spectateurs au moment de la réouverture. Ils ont mis en place aussi des communications multichannels en mettant en place des jeux concours sur leurs réseaux sociaux. On a vu pas mal d'engagement autour de cette opération, que ce soit sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. J'arrive plus à... Alors, sur la question de l'avenir, en tout cas de la pérennisation des formats en ligne après le retour et à la réouverture des lieux physiques, on pense que certains formats peuvent être intéressants pour certains types de publics. Et je trouvais intéressant l'exemple du théâtre de la ville qui a mis en place beaucoup de directs, de spectacles ces derniers temps et évoquer le fait d'avoir ciblé particulièrement certains publics spécifiques, notamment les publics scolaires ou encore les enfants malades à travers des partenariats dans des hôpitaux. C'est vrai que les contenus en ligne pourraient être de bons outils
dans le futur pour continuer à travailler avec ces publics-là qui ne peuvent pas forcément se déplacer parce qu'il peut y avoir des problèmes logistiques ou des problèmes de jauge dans le cadre, par exemple, du partage d'un spectacle avec beaucoup de scolaires d'un coup, ou tout simplement pour des questions d'empêchement pour les enfants malades ou des publics handicapés. Ce sont évidemment des formats qui sont intéressants, et Olivier l'a souligné dans l'étude, des formats intéressants pour des publics qui sont éloignés territorialement de certains lieux, puisqu'on va avoir la possibilité, même si évidemment rien ne remplace le spectacle physique, le spectacle et l'émotion de la salle en vrai, mais on va avoir la possibilité de proposer des spectacles à des personnes qui n'ont pas forcément un lieu culturel à proximité ou dont l'artiste préféré ne passe pas forcément en tournée près de leur lieu d'habitation. Et potentiellement, c'est des formats qui pourraient également être intéressants pour d'autres types de publics. Et là, je pense à des publics très fidèles. Donc là, je vous ai mis des captures d'écran de l'Opéra de Paris ou encore du Grand Théâtre de Genève, où on peut envisager que des publics très friands en fait de spectacles puissent de temps en temps avoir envie de participer à des formats en ligne ou revoir des formats en ligne, ou éventuellement les utiliser comme outil de rattrapage parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir tel ou tel spectacle, mais on aurait quand même voulu y participer. On n'a pas eu forcément les moyens financiers parce qu'il y a un coût évidemment associé, etc., etc. Avec des plateformes qui se développent autour de ça. Je pense notamment à la plateforme de théâtre Opsis TV qui permet de revoir des spectacles et qui donc apporte quelque chose d'assez nouveau puisque avant, quand on voulait voir un spectacle qui avait lieu 2-3 années avant, c'était assez difficile de mettre la main sur une captation qui était généralement un document de travail beaucoup plus qu'un outil filmé fait pour être partagé avec du public. Donc voilà, peut-être des pistes auprès de ces publics-là. Et éventuellement aussi des pistes avec des liens, avec des plateformes de streaming, notamment, j'ai pas encore beaucoup évoqué cette question-là, mais des spectacles d'humour qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus sur Netflix et qui peuvent être clairement un spectacle comme alternative à la série télé ou au film qu'on va regarder le dimanche soir chez soi. Et on voit apparaître de rares exemples, mais des exemples qui sont quand même assez édifiants de spectacles disponibles sur des plateformes comme Disney et Netflix. Et là, l'exemple que je vous ai mis, c'est l'exemple d'Hamilton, la comédie musicale que j'ai évoquée tout à l'heure avec un envoi de mail. Cette comédie musicale, on la connaît pas forcément bien en France, néanmoins aux États-Unis, c'est le plus gros succès de l'histoire de Broadway de tous les temps. C'est un spectacle qui est encensé par la critique et jusqu'à la Maison Blanche, Michelle Obama a dit que c'était le plus beau spectacle, je crois, ou le meilleur produit culturel de l'histoire. Enfin, voilà. Et ce spectacle s'est vendu, en tout cas a vendu ses droits de captation à la plateforme Disney pour la bagatelle de 90 millions de dollars. Donc, on est loin d'être sur un modèle économique anecdotique dans le cas de ces spectacles. Alors, évidemment, ça reste rare, mais on est peut-être qu'au début et l'exemple était intéressant à mettre en avant. Et puis, pour conclure là-dessus, peut-être qu'on peut envisager un futur dans lequel le format vidéo, qui soit live ou préenregistré, soit un complément assez intéressant à la venue dans un lieu physique et puisse justement s'intégrer dans le parcours et dans la relation que vous allez avoir entre une institution et son public. Pourquoi pas en créant un moment événementialisé un peu avant, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avant un festival, avant un spectacle d'humour, avant un concert avec un artiste très attendu, ou encore après en envoyant du contenu vidéo complémentaire qui peut être envoyé dans une optique de médiation si vous avez ces objectifs dans vos stratégies de développement avec vos publics. Là, par exemple, vous avez un exemple du Louvre qu'on avait mis en place quand j'y travaillais encore au musée du Louvre. En fait, il nous arrivait d'envoyer des contenus complémentaires pour approfondir la venue à une exposition à notre public et ça marchait plutôt bien. C'était plutôt apprécié pour le public qui pouvait aller un peu plus loin. Voilà ce que je pouvais du coup vous dire sur ça. Olivier, je te redonne la parole pour conclure sur l'étude. Je vais conclure parce que je vois qu'on passe une heure. Voilà, les 3 grands chiffres qu'il faut retenir, hein, c'est que
la culture est importante aux yeux des Français et ils ont hâte de retrouver les lieux. Et une très grosse partie est favorable à la réouverture. Euh, Après, bon, comme j'ai dit, il y a des différences selon les types de lieux. Ensuite, également une attente de participer à des festivals. Alors effectivement, j'ai vu une question passer. Il y a plus de personnes intéressées à fréquenter que de Français à avoir participé à un festival ces 3 dernières années. Alors on est sur des intentions de visite. On sait qu'il y a un décalage entre les intentions et y aller, parce qu'après il y a les règles sanitaires qui vont rentrer en jeu. Il y a les jauges, il y a également l'acceptabilité. J'ai vu une question là-dessus. L'acceptabilité des publics à accepter les protocoles qui seront mis en place. Et on l'a vu comme je vous disais, sur les lieux de visite, le masque n'est plus un souci. Par contre, il faut de la distanciation et c'est pareil pour les salles. Sur d'autres études qu'on a réalisées, les publics attendent, que ce soit également d'ailleurs pour les spectacles jeunes publics, encore plus, attendent que y ait de la distanciation, qu'il y ait du gel, on n'avait pas posé la question, mais j'imagine également le pass sanitaire qui vient d'être proposé et qui va se préciser ces prochaines semaines. Et enfin, les pratiques en ligne, et ça on le constate depuis un an, 31% des Français ont assisté à des concerts ou spectacles en direct en replay. C'est un public à part entière et qui commence à se structurer. Une question a été posée là-dessus. On a effectivement une majorité de personnes qui fréquentaient aussi des spectacles sur site, dans vos salles, dans vos festivals, dans vos lieux de visite, mais aussi une partie qui commence à augmenter de public qu'on ne retrouve pas dans les salles. Donc ça montre tout l'intérêt du web et de tout ce qui commence à se développer et dont on a été forcé de le faire. Donc c'est à prendre en compte, c'est pas un public à délaisser dans la stratégie de développement des publics, parce que ça peut être aussi en partie le public de demain qui va être intéressé d'aller dans vos lieux. Donc c'est aussi une opportunité à mon avis, puisque vous voyez, l'intérêt est quand même important d'avoir accès à des spectacles quitte à payer en abonnement ou sur l'achat d'un seul spectacle. Donc voilà, pour moi, à mon sens, c'est pas négligé, puisque les pratiques ont plus que doublé en un an, quoi. Merci Olivier. Alors on arrive à la fin de notre webinaire. Vous pouvez encore nous poser des questions dans l'onglet questions si vous le souhaitez. Et vous avez donc nos contacts ici à l'écran si vous voulez approfondir un certain nombre de questions ou entrer en contact avec nous. Pour rappel, on enverra effectivement la présentation et le replay à toutes les personnes inscrites. Et vous pourrez évidemment le partager à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous. Pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous et parler de ce sujet. On vous souhaite toute la réussite et tout le succès et beaucoup de public dans vos lieux culturels prochainement. On sera là parmi le public. Moi, je me ferai un plaisir d'aller voir des spectacles très vite puisque je suis clairement en manque. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.